Bonjour à toutes et à tous, cette semaine c'est double dose de découverte dans Futura Innovation grâce à notre partenaire Hello Futur. En plus de notre nouveau décryptage à paraître ce mercredi, on vous propose aujourd'hui de partir à la découverte de la chirurgie robotisée. En compagnie de deux experts, découvrez comment les machines sont devenues de précieux assistants lors d'interventions mini-invasives. Procédures chirurgicales plus sûres, plus courtes et plus précises, les robots chirurgicaux promettent non seulement d'améliorer le traitement des patients, mais aussi d'alléger le quotidien des personnels soignants pour une meilleure redistribution des ressources. Si cet épisode vous plaît, pensez à lui laisser un commentaire et rendez-vous sur le site d'Hello Futur, hellofutur avec un e.orange.com. Parlons Tech, le podcast d'Hello Futur. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Parlons Tech, le podcast d'Hello Futur qui explore l'avenir de la tech, ses enjeux pour nous, citoyens, entrepreneurs, étudiants et chercheurs. Je suis Hugo Sedouraman, journaliste, et je vous propose de décrypter les tendances qui se jouent aujourd'hui et qui feront notre quotidien de demain. Au programme de ce 3e épisode, à quoi ressemblera la médecine du futur et plus précisément, comment les robots aident les chirurgiens et les médecins dans leurs interventions. On assiste aujourd'hui à une croissance exponentielle des technologies de pointe dans le domaine de la santé et notamment dans la robotique. Pour comprendre quels sont les outils qui nous aideront et qui aideront nos proches à être soignés demain, je reçois aujourd'hui deux entrepreneurs français pionniers de leur secteur, la robotique chirurgicale. Anne Osdoy, vous êtes CEO de Moon Surgical. Bonjour Anne. Bonjour Hugo. Et puis vous, Bertin Naoum, vous êtes le dirigeant de Quantum Surgical. Bonjour. Absolument, bonjour. Merci d'être avec nous, merci d'être tous les deux avec nous. Alors Bertin, si je me souviens bien, il y a déjà une vingtaine d'années, vous avez développé une première société qui s'appelait MedTech, qui avait conçu un des premiers robots chirurgicaux qui permettait de réaliser des opérations sur la colonne vertébrale. Absolument. Alors je suis ce qu'on appelle un peu un vétéran de la robotique chirurgicale, puisque voilà maintenant plus de 20 ans, près de 25 ans que je sévis dans ce secteur-là, d'abord en tant que salarié dans différentes sociétés. Et effectivement, comme vous le dites fort justement, à partir de 2002, j'ai créé une société MedTech qui était pionnière dans la robotique chirurgicale. Alors aujourd'hui, vous avez créé Quantum Surgical après avoir revendu MedTech. Quelle est la différence entre ce robot qui aujourd'hui s'appelle Epion et l'ancien robot qui s'appelait Rosa, il me semble? Quelles ont été les avancées technologiques au cours des 20 dernières années et à quoi ça sert concrètement un robot chirurgical? Alors, la première grande différence, c'est que on n'est pas sur la même partie du corps. Autrement dit, on s'attaque pas à la même problématique. Dans ma première aventure, MedTech, effectivement, j'avais développé avec mes collaborateurs, avec nos équipes, une technologie qui s'appelle toujours d'ailleurs Rosa, utilisée pour la chirurgie du cerveau, de la colonne vertébrale et plus récemment de la chirurgie du genou. Aujourd'hui, nous sommes dans une application complètement différente puisqu'on est dans le traitement du cancer, le cancer du foie, qui malheureusement est un cancer qui est extrêmement développé puisque c'est le 6e en termes de fréquence, mais le 2e en termes de mortalité. Et donc, au travers de Epion, c'est le nom de notre nouveau robot, on se propose d'aider les praticiens à traiter ces patients de façon beaucoup plus efficace. D'accord. Concrètement, ça marche comment un robot qui vient aider un praticien ? Alors, ce qui est important de comprendre, c'est que la vocation de la robotique, et je pense que Anne sera d'accord avec moi, n'est pas de remplacer le praticien. C'est plutôt de l'assister, de l'aider, de lui permettre de réaliser de façon beaucoup plus efficace des actes qui requièrent en général une dextérité, un savoir-faire, une expérience que insuffisamment de praticiens maîtrisent. En l'occurrence, dans notre cas, c'est favoriser un acte dit mini-invasif, qui est ce qu'on appelle l'ablation percutanée et qui consiste à venir brûler localement une tumeur, une ou plusieurs tumeurs, et c'est donc une alternative extrêmement efficace par rapport à la chirurgie, qui est une opération extrêmement lourde. D'accord. Alors Anne, votre société Moon Surgical, elle, aide les chirurgiens, donc on parle de chirurgie. Vous venez d'annoncer d'ailleurs une levée de fonds impressionnante pour accélérer le développement en R&D et aussi développement à l'international de
de votre robot qui s'appelle Maestro, si je me trompe pas. Exactement. Ok. Et concrètement, à quoi il sert et comment il vient aider le chirurgien sur le terrain, ce robot? Alors, comme l'a dit Bertin, on partage exactement la même vision qui est qu'un robot chirurgical, ça vient assister, ça vient augmenter le chirurgien, ça ne vient pas le remplacer. Et comme l'a dit Bertin également, il faut s'attaquer à une problématique. Et dans notre cas, c'est la problématique vraiment une problématique très systématique en chirurgie, ce qu'on appelle laparoscopique. Donc, c'est quoi la chirurgie laparoscopique? C'est le fait de venir intervenir chirurgicalement sur généralement des tissus mous, donc des tissus de l'abdomen, du thorax, des interventions dans le domaine urologique ou gynécologique, et de manière minimalement invasive, c'est-à-dire qu'on va faire des petites incisions au travers de la paroi de l'abdomen, typiquement, par lesquelles on va passer des instruments chirurgicaux et intervenir du coup au travers de ces petites incisions via ces instruments généralement de différentes natures. Certains sont articulés, vous avez des pinces, vous avez des caméras, vous avez des ciseaux, etc. Et cette chirurgie laparoscopique, donc minimalement invasive, a été introduite dans les dernières 30 à 40 années avec des bénéfices majeurs pour les patients, c'est-à-dire en particulier un temps de récupération beaucoup plus court, parce que vous imaginez, quand on a des toutes petites cicatrices, bien entendu, on se remet d'une chirurgie beaucoup mieux. L'inconvénient de cette chirurgie laparoscopique pour les établissements de soins, c'est que ça a augmenté la complexité des interventions et surtout, ça a nécessité de distribuer vraiment à plusieurs personnes dans le bloc opératoire un certain nombre de fonctions, en particulier celle de contrôler la vision du chirurgien, donc tout simplement de tenir la caméra pour le chirurgien, celle d'exposer des tissus d'intérêt pour le chirurgien. Le chirurgien a besoin d'accéder, par exemple, sous le foie à la vésicule biliaire ou à un certain nombre d'organes intéressants à opérer. Et pour ça, vous avez besoin dans la salle de ce qu'on appelle des aides opératoires qui viennent tenir la caméra, tenir une pince, exposer le tissu, etc. Et donc nous, ce qu'on a voulu faire, c'est permettre au chirurgien lui-même d'être son propre assistant et de contrôler justement cette caméra, cette pince, sa vision et son accès au tissu, afin de lui donner plus de contrôle, plus de confiance et puis de réduire les besoins en staff dans la salle d'op avec un produit qui soit très démocratique et facile d'utilisation. Donc ça répond aussi aux tensions qu'on connaît dans les hôpitaux, j'imagine, en termes de surmenage, de staff, etc. Est-ce que ça réduit les risques aussi lors des opérations ? Alors ça, c'est une question qui est importante du côté des patients, évidemment. En utilisant notre système, effectivement, le chirurgien est plus en contrôle, il est plus en confiance, il y a moins de risques finalement de variabilité dans la procédure. Les procédures sont également réalisées de manière plus rapide et ça, normalement, ça doit se traduire bien évidemment dans des bénéfices patients, mais c'est des choses qu'on observe sur des nombres d'interventions beaucoup plus importants que ce qu'on a fait aujourd'hui. D'accord. Donc Bertin, de votre côté, chez Quantum Surgical, donc c'est pas les chirurgiens qui utilisent Epion, ce sont les radiologues interventionnistes, si je comprends bien. Donc ça rend aussi la technologie accessible à différents types de médecins. Quelles sont les innovations concrètes qu'on trouve dedans? Quels sont vos projets en R&D? Et est-ce que vous accompagnez aussi ces praticiens dans la manière dont ils vont prendre des décisions sur quel type d'intervention ou quelles zones sur lesquelles il faut intervenir? Alors, l'indication sur laquelle nous nous positionnons, qui est donc le traitement mini-invasif de l'ablation percutanée, plutôt le traitement mini-invasif des tumeurs cancéreuses, donc du foie, c'est un acte qui est à la fois pratiqué par les radiologues interventionnels et également par des chirurgiens. Ça dépend effectivement des pays, ça dépend des pratiques. D'accord. C'est vrai qu'en France en particulier, mais également aux États-Unis, c'est très souvent des radiologues, mais il y a des pays dans lesquels ce type d'acte est réalisé par des chirurgiens. Donc nous, en fait, notre positionnement, il est à différents niveaux. Premièrement, on va accompagner le praticien dans la planification de l'acte. C'est-à-dire qu'à partir d'une imagerie préopératoire du patient, le praticien va pouvoir planifier exactement la zone d'intervention, autrement dit, identifier la tumeur, qui doit être brûlé, qui doit être retiré. Et ensuite, il va définir un trajet, le trajet idéal pour pouvoir réaliser cet acte. Ensuite... C'est le trajet du robot ? Trajet du robot. Le trajet de l'aiguille, à vrai dire. D'accord. Le trajet de l'aiguille. Dans un second temps,
nous allons accompagner bien évidemment le praticien dans le positionnement précis de cette aiguille de façon à atteindre de façon mini-invasive, c'est-à-dire au travers d'une petite incision, de façon percutanée, la cible, en l'occurrence la tumeur, la lésion, qui peut être de quelques millimètres. L'avantage de notre acte, c'est que on peut le répéter sur plusieurs tumeurs, et donc c'est une alternative extrêmement efficace par rapport à la chirurgie, puisqu'on peut notamment traiter les patients de façon relativement tôt, et c'est en tous les cas une technique qui est recommandée pour le traitement précoce des cancers du foie notamment. Donc si j'ai bien compris, vous avez aussi développé des technologies qui permettent de prendre des décisions en amont des interventions. Ça marche comment ? Il y a une dimension effectivement d'aide à la prise de décision dans l'acte de l'ablation percutanée. Il y a des choix qui sont à faire. Et effectivement, notre logiciel propose également des recommandations pour aider effectivement le praticien à planifier de façon optimale son geste. Mais notre assistance va bien au-delà uniquement de l'aide à la décision. Il y a également une aide au guidage des instruments dans le cadre de l'exercice de l'ablation, comme je l'ai décrit précédemment. D'accord. Merci Bertin. Anne, on a beaucoup parlé des chirurgiens, on n'a peut-être pas assez parlé des patients qui sont aussi les premiers concernés en fait dans ce type d'acte. Donc votre robot a déjà été utilisé dans un certain nombre d'interventions, vous allez nous dire combien. Et puis comment l'ont vécu les patients ? Est-ce qu'il y a des réticences en amont ? Comment ils le vivent après en fait une intervention ? Alors, notre robot Maestro a été utilisé aujourd'hui pour traiter 50 patients qui ont été traités à Bruxelles, à l'hôpital Saint-Pierre, et qui ont été traités dans un certain nombre d'indications cliniques. Donc, on a, par exemple, retiré des vésicules biliaires, on a réparé des hernies, on a fait de la chirurgie de l'obésité, on a fait de la chirurgie du reflux gastro-œsophagien, entre autres. Et la conviction vraiment du chirurgien est très importante dans ce qui est communiqué aux patients avant l'intervention pour expliquer les bénéfices et les rassurer. Donc, en l'occurrence, ce que nos chirurgiens communiquent aux patients, c'est le fait qu'avoir un contrôle accru, ça donne plus de confiance, ça permet d'aller plus vite, que tout ça, ça réduit la durée de la procédure pour les patients, ça réduit la durée de l'anesthésie, ce qui est directement corrélé au taux de complications, et puis ça minimise aussi l'ensemble des forces qui sont exercées sur les tissus du patient, ce qui doit aussi faciliter la récupération pour les patients. Donc à ce jour, des retours qui sont très positifs, mais principalement parce que les chirurgiens étaient très confiants et puis très performants. Oui. Et performants. Vous êtes tous les deux parmi les acteurs pionniers dans le secteur. Comment se dessine la médecine du futur pour les 20 prochaines années ? Les technologies de la santé, telles que la robotique, l'intelligence artificielle, la santé digitale également, sont des techniques qui sont appelées à se développer de façon significative dans les années à venir, parce que tout simplement, elles répondent aux challenges de la médecine et de la chirurgie moderne. Ces challenges, quels sont-ils ? Ils découlent premièrement du fait que, heureusement, dans les pays dits industrialisés et riches, on assiste à un allongement de l'espérance de vie, ce qui a pour conséquence d'avoir de plus en plus de patients à traiter. Face à cet afflux de patients à traiter, on assiste dans la plupart des pays à une pénurie de personnel de soins. Bien sûr de médecins, mais également d'infirmières, de tout type de personnel de soins. Donc de plus en plus de patients à traiter, avec de moins en moins de personnel. Et par ailleurs, ces patients qui sont de plus en plus nombreux sont également de plus en plus exigeants. C'est-à-dire qu'ils n'acceptent plus ce qu'on appelle l'aléa médical, l'aléa chirurgical. Et donc, dans ce contexte-là, les technologies d'assistance ont un rôle majeur à jouer pour permettre de diffuser de façon beaucoup plus importante les plus hautes qualités de soins au maximum de patients. Merci à tous les deux pour ce décryptage passionnant qui annonce vraiment des changements majeurs dans le domaine de la médecine. Merci à vous de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite pour le prochain épisode de Parlons Tech, le podcast d'Hello Futur. À bientôt. C'était Parlons Tech, le podcast d'Hello Futur.